Alors bonjour, mon nom est Sébastien Proulx, je suis avocat à Québec. J'ai été député à l'Assemblée nationale à 3 reprises et j'ai également été ministre de l'Éducation, ministre de la Famille, ministre des Loisirs et des Sports et responsable de la capitale nationale dans le mandat de M. Couillard de 2015 à 2018. Bien, d'abord, on ne choisit pas de devenir ministre de l'Éducation. On choisit d'abord de se présenter pour être élu à l'Assemblée nationale, donc comme député. Moi, depuis que je suis assez jeune, je dirais après le secondaire, déjà je m'intéressais à la chose publique. J'ai fait mon droit en me disant qu'un jour, ou bien sûr, je voudrais pratiquer le droit, aller devant les tribunaux, mais également siéger à l'Assemblée nationale pour défendre des concitoyens. Alors, j'ai été élu député de Trois-Rivières jeune en 2007. Je suis revenu à l'Assemblée nationale dans des fonctions avec M. Couillard à son cabinet en 2014, mais j'ai été réélu en 2015 député de Jean Talon ici à Québec. Donc, je n'ai pas choisi d'être ministre. C'est le premier ministre, lui, qui un jour fait le choix de nous appeler à siéger au Conseil des ministres. Il nous confie des responsabilités. Et dans un premier temps, moi, il m'a confié en 2016 la responsabilité de la famille. Et un mois plus tard, il me confiait également le ministère de l'Éducation. Donc, j'ai occupé les deux fonctions en même temps pendant plus d'une année, voire une année et demie, si ma mémoire est bonne, à cette époque-là. Le rôle d'un ministre de l'Éducation, je vous dirais d'abord et avant tout, le rôle d'un ministre, c'est d'accepter la responsabilité d'un des grands services publics de notre société, alors du Québec. La nation québécoise est bâtie sur différents services. Vous savez, on a des institutions, l'Assemblée nationale c'en est une. Nos grandes missions de l'État en sont d'autres. Alors, le ministère de l'Éducation, c'est la responsabilité de l'éducation des jeunes et des moins jeunes. On a une loi sur la fréquentation scolaire au Québec. On a des institutions payées par l'État. Alors, on offre et on garantit à tous, dans la mesure du possible, la capacité et une éducation de qualité. Alors, la responsabilité du ministre, c'est de gérer tous ces groupes, toutes ces instances, toutes ces institutions ensemble pour que cela fonctionne. C'est d'abord et avant tout, je vous dirais, un pouvoir d'influence dans le milieu parce qu'on ne peut pas le faire à la place des enseignants, à la place des directions, à la place des intervenants et des professionnels qui gravitent autour de nos enfants. Mais c'est tout ça un pouvoir législatif dans la mesure où les règles, les lois, le corpus, la programmation des cours, je vous dirais même, et tout l'encadrement réglementaire et législatif de l'école est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, qui, lui, est dirigé par le ministre et une équipe de sous-ministres et d'employés fonctionnaires. Ce qui différencie, je vous dirais, puis je vais vous parler de mon époque parce qu'aujourd'hui, ça peut avoir changé. Dans le temps où j'y étais, les commissions scolaires n'étaient pas des centres de services, c'était des commissions scolaires, donc il y avait des élus au niveau scolaire, mais il y a une grande différence entre, par exemple, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé gère un réseau encore plus important en termes de dépenses et en termes de nombre d'intervenants, mais il a un pouvoir direct sur les établissements. Le ministre de l'Éducation, je vous dirais, a un pouvoir réglementaire, un pouvoir législatif pour édicter des règles, édicter des lois, transférer des sommes, donc des dollars avec des conditions vers les écoles, mais c'est davantage un pouvoir d'influence dans les milieux. Dans la mesure où si tu es quelqu'un qui réussit à créer de l'adhésion autour de toi et qui amène les gens à penser et à agir dans la même direction, tu vas créer des consensus. Mais si tu n'es pas capable de faire cela, tu vas être capable, tu n'auras que la capacité de faire fonctionner ce qui est en ton pouvoir réellement, c'est-à-dire des lois et des règles. Mais si tu veux aller au-delà de ça et influencer ce qui se dit et ce qui se fait dans les écoles, c'est vraiment un pouvoir d'influence. Donc, c'est ta capacité d'entrer en relation avec les gens du milieu qui, eux, ont décentralisation oblige et responsabilité professionnelle et autonomie professionnelle oblige, ont la capacité d'agir sur le terrain. Parce que, vous savez, on n'est pas dans les classes. Il y a 3000 écoles à peu près au Québec sous la responsabilité du ministère. On ne peut pas être partout en même temps. Il y a 1 million d'élèves sous la loi sur la fréquentation scolaire. Alors, on ne peut pas être auprès de chacun d'eux non plus. Vous savez, moi, je suis allé dans... Chaque milieu a sa réalité. Puis ça, bien, il faut se le rappeler. Puis on ne travaille pas de la même façon sur la Côte-Nord qu'on travaille dans le sud-ouest à Montréal. Puis on ne travaille pas de la même façon en ville qu'on va le faire dans une région ressource où 6 mois par année, par exemple, il y a 50% de la population en moins.
Alors, tu sais, il faut prendre compte de cela. Puis c'est là qu'il faut avoir une certaine souplesse. Alors, à Québec, on peut bien idéaliser, puis penser, réfléchir et imposer des règles, mais il faut qu'à l'intérieur des milieux, soit capable de les appliquer. Puis moi, vous savez, je vais vous faire sourire en disant que lorsque j'arrivais dans un événement, notamment pour la première fois, et que c'était un groupe que je rencontrais pour la première fois, je disais souvent aux gens quand j'étais en avant, vous savez, ma première responsabilité, c'est de ne pas nuire. Ça, c'est ma première responsabilité. Ils se mettent tout à rire, à dire, c'est ça, il ne veut rien faire. Non, je veux pas rien faire. Je vais faire des affaires. Je vous le dis, moi, des décisions, je me sens prendre. La réalité, par exemple, c'est que je vais essayer de ne pas vous nuire. Alors, si je prends une décision que je pense bonne parce qu'elle s'applique à Montréal, puis qu'à cause de cela, je fais en sorte que toute la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent souffrent, ben, j'aurais pas pris une bonne décision. Il va falloir que je module ma décision. Peut-être qu'il va falloir que je ne prenne pas une règle nationale puis que j'impose des choses localement. Alors, tu sais, mais ça, c'est tout le défi. C'est bien plus facile pour l'administration publique, pour les fonctionnaires au Québec, de dire, ben, on va faire une règle mur à mur. Hein, on va la mettre plus basse. Hein? C'est comme jouer au limbo ou faire du saut à la perche. Hein? Fait qu'on va, si on joue au limbo, on va monter à la perche. Puis si on veut faire un saut, on va abaisser pour être certain que tout le monde peut se passer. Et c'est pas ça la responsabilité qu'on a. C'est de s'assurer que dans chaque milieu, les politiques publiques s'appliquent et soient adéquates et produisent les effets qu'on veut et ne nuisent ou ne causent pas des préjudices. Il y en a deux types, je dirais, de journées. Il y a effectivement une journée quand l'Assemblée nationale siège, puis une journée quand elle ne siège pas. D'abord, moi, j'étais un député de Québec, donc j'habitais Québec. J'avais la capacité puis la possibilité de rentrer chez moi le soir lorsque ça siège. Mais dès que ça siégeait pas, je devais me retrouver à l'extérieur. Le Québec, c'est grand. Le Québec est complètement différent d'une région à l'autre, alors il faut y aller. Moi, je visitais des écoles chaque semaine, alors et plusieurs, parfois, dans la même semaine. Alors, je suis allé dans toutes les régions du Québec, presque, au moins, visiter des écoles primaires, secondaires ou services de garde, parce que j'étais également ministre de la Famille. Une journée typique, c'est une journée qui commence très tôt, d'abord par une revue de presse. C'est inévitable, on fait de la politique, il y a des éléments, des événements sur lesquels on a du contrôle, d'autres sur lesquels on n'a pas. Quand on est ministre de l'Éducation, c'est souvent le matin très tôt qu'on apprend qu'il s'est passé quelque chose dans une école, que l'enveloppe budgétaire qui servait à l'informatique est allée pour acheter des balles de tennis, qu'il y a eu un événement XYZ déplorable ou cocasse dans une école, qu'un enjeu est relié au transport scolaire dans une autre. Alors, il y a des événements auxquels on doit réagir, parfois publiquement, c'est-à-dire donc en participant à des activités médiatiques, des émissions de télé, radio ou des entrevues, et dans d'autres cas seulement pour être capable de suivre l'évolution des dossiers, de donner des directives. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est lorsqu'on siège à l'Assemblée, c'est se déplacer tôt vers l'Assemblée nationale, parce que la plupart du temps où ça siège, bien, il y aura une période de questions. Alors à ce moment-là, il faut préparer cette période-là, voir quels sont les enjeux du jour, parce qu'on se doute bien que dans l'opposition, on va chercher à soit faire mal paraître le gouvernement, ou bien on va chercher à poser des questions sur des enjeux d'actualité en se disant qu'est-ce qui se passe avec telle affaire, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre, avec tel cas sur lequel, entre vous et moi, la plupart du temps, tu as très peu de contrôle parce que tu n'étais pas là quand ça s'est produit, tu es rarement là quand ça va se régler et la décision qui a été prise localement, tu ne l'as pas influencée. Mais c'est pas grave, tu es le porte-parole du gouvernement dans cette matière-là, donc tu dois le faire. Ensuite, il y a les travaux de l'Assemblée nationale, donc on doit travailler en commission parlementaire lorsqu'on a des projets de loi à l'étude, donc il faut travailler pour défendre et entendre des groupes et ou légiférer, donc proposer et amener des modifications dans le but d'adopter des lois. Donc, on fait notre travail d'élus et de députés. Il y a bien sûr le Conseil des ministres, une fois par semaine, où il faut préparer nos dossiers parce qu'on doit aller défendre des positions à l'intérieur même du gouvernement, parfois aller questionner, j'ouvre les guillemets et permettez-moi l'anglicisme, challenger, si vous voulez, les autres ministres sur des enjeux gouvernementaux qui ne sont pas de l'éducation, mais tu es le gouvernement du Québec, alors tu dois agir en ce sens, être fiduciaire de l'argent des Québécois. Et ensuite, il y a des activités. Alors, parfois, tu dois rencontrer des groupes à l'Assemblée nationale. Parfois, tu vas le faire au ministère. Il y a des réunions avec ton cabinet, qui sont les employés près de toi qui t'aident à administrer le tout. Et il y a aussi des réunions avec le ou la sous-ministre et son équipe pour discuter des grands enjeux du ministère. Ça, c'est une journée type, si vous voulez, à l'Assemblée nationale qui se termine souvent par de la représentation, un gala, une activité, un congrès dans lequel tu vas soit prendre la parole ou serrer des mains, aller rencontrer des groupes. Donc, ça commence très tôt, ça se finit très tard. Lorsque tu n'es pas à l'Assemblée nationale, ben, il faut que tu y ailles dans ta circonscription.
j'étais député de Jean Talon, là, il fallait de temps à autre et le plus souvent possible aller dans son comté, rencontrer des citoyens et régler des enjeux locaux. Et beaucoup voyager à l'intérieur du Québec, donc dans toutes les régions pour y rencontrer des écoles, des directions, des professionnels, des syndicats, des syndiqués, aller dans des chambres de commerce, rencontrer des municipalités, alors travailler, si vous voulez, à des grands enjeux. À quelques occasions, on peut aller à l'international. Ça m'est arrivé à 2 occasions, notamment d'aller à l'UNESCO représenter la position du Québec en matière d'éducation. Mais sinon, ça se passe pas mal à Québec ou autour de Québec, mais surtout dans le Québec. Les ministres travaillent avec ce qu'on appelle des pochettes ministérielles. Alors, vous savez, une décision gouvernementale, ça se prend comment? Ben, c'est une pochette, là, et peut-être qu'elle est moins papier qu'elle était à l'époque, mais aujourd'hui, à l'époque, c'était ça. Alors, on recevait une pochette, des couleurs selon les différents dossiers, et il y a à l'intérieur de ça une problématique auquel vous devez arriver avec une décision, c'est-à-dire vous devez signer oui ou non à une demande gouvernementale. Et il y a plusieurs missions, si je vous dirais, dans la loi, par exemple, sur l'instruction publique, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la signature du ministre. Alors, si le ministre est responsable d'énormément de décisions, peut-être trop, certains diront, alors des pochettes ministérielles, c'est des milliers de pochettes par année. Alors, il faut les lire. Parce que tu pourrais signer sans les lire, mais tu ne ferais pas ton travail. Tu pourrais te fier aux autres seulement, ton cabinet, au ministère, tu ne ferais pas ton travail. Alors moi, j'arrivais tous les jours, ma conjointe, mes enfants vous le diraient, j'arrivais tous les jours avec une pile, et là, je la montre comme ça pour que les gens puissent la voir, à tous les jours à la maison. Et habituellement, en fin de soirée, je passais au travers et commentais et signais lorsque j'étais d'accord et refusais lorsque je ne l'étais pas, demandant qu'on revoie le travail. Alors, c'est énormément de travail. Donc, c'était des milliers de pochettes à l'éducation, un peu moins à la famille, mais on parle d'au-delà de 5, 6, 7 000 pochettes ministérielles par année. Bien, j'en vois quelques-uns. D'abord, il y a notre grande difficulté à mettre nos infrastructures à niveau. C'est extrêmement important parce que c'est au-delà de la brique, là, c'est une question d'environnement. Environnement de travail stimulant, environnement d'apprentissage stimulant et adéquat. Ça, pour moi, c'est une des affaires. Je ne les place pas dans l'ordre, mais je les donne comme je les sens et les perçois. La deuxième, c'est la valorisation. On passe beaucoup trop de temps à dire ce qui ne va pas et malheureusement, pas suffisamment de temps à dire ce qui va et ce qui va bien. Parce que c'est pas vrai qu'avec presque 1 million d'élèves, avec des milliers de classes par année régulières ou adaptées, avec 3000 écoles, avec des milieux qui sont favorisés, défavorisés, ruraux, urbains, avec des contextes géographiques complètement différents, que les choses vont mal partout. C'est pas vrai. Malheureusement, il y a des défis, puis il y aura toujours plus de besoins qu'il y aura de ressources. Mais il y a un grand enjeu de valorisation pour ceux et celles qui se dirigent vers la profession, par exemple, d'enseignante ou d'enseignant, mais aussi pour ceux et celles qui sont dans le métier à tous les jours et qui subissent en plus du stress relié au travail, cette pression-là extérieure qui parfois, j'ouvre les guillemets, presque toxique, en disant, et c'est un peu ce que vivent les infirmiers et infirmières, t'auras pas de vie, ce sera pas d'un beau métier, ton parcours va être difficile, t'auras que des enfants en difficulté. Ce ne sont pas que des enfants en difficulté, ce sont des enfants parfois avec des enjeux, mais tous et toutes ont un potentiel à explorer puis à exprimer. Puis notre travail à nous, c'est de les amener à exprimer leur plein potentiel. Alors, je pense qu'on a un défi de valorisation. Je pense aussi qu'on a un défi d'adaptation. Notre réseau a été bâti dans les années 60. Notre réseau a été bâti sur une logique qu'il fallait amener les gens à la diplomation et, si possible, le plus rapidement possible. Et à la fin, pour qu'ils puissent occuper un métier ou une profession qui va les amener à être capables d'être autonomes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir un peu nos affaires. L'évaluation n'est pas adaptée. La qualification telle qu'on l'a connue n'est pas adaptée. Pousser sur des jeunes pour qu'ils puissent diplômer le plus rapidement possible, est-ce que c'est encore d'actualité alors qu'on pourrait prendre une année ou deux de plus et réfléchir à ce qu'on veut faire, puis peut-être à se développer autrement et à se sentir utile autrement dans la société, revoir peut-être nos parcours. C'est clair qu'il faut revoir notre
cursus pour y intégrer des affaires qu'on n'avait pas à l'époque. L'intelligence artificielle est un bel exemple. On a un débat autour de l'informatique, du numérique, des écrans, des écrits, alors qu'on est une société qui est basée sur l'écrit. On a beau avoir des traditions orales, d'abord et avant tout, une société qui s'est développée par l'écrit. Alors, il y a des grands défis. Donc, je résume en disant qu'il y a un grand défi d'adaptation, puis il y a un grand défi de valorisation. C'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les infrastructures, c'est vrai pour les matières enseignées. Puis l'école, ce n'est pas le lieu pour tout apprendre. T'sais, les gens ne peuvent pas tous se déresponsabiliser en disant ils vont à l'école, ils vont sortir de là parfait et complet. Non, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas abdiqué mes responsabilités de parent parce que mes enfants sont allés à l'école. Hein? Fait on a un défi de tout faire ça ensemble. Parfois, on oublie qu'on est collaborateur dans cette affaire-là. Hein? On est partenaire dans cette affaire-là. C'est pas nous contre l'école ou c'est pas moi pendant qu'ils sont petits, puis l'école pendant qu'ils sont moyens, puis après, c'est eux quand ils seront grands. C'est pas comme ça. Mais d'abord, d'être résilient parce qu'il ne faut pas perdre d'espoir, parce que le métier ou la profession que vous allez faire pendant les prochaines années est extrêmement importante dans notre société. Je le disais, j'étais à un lancement de livre cette semaine et je disais aux gens qui étaient là, la plupart enseignants, vous êtes parmi ou les personnes les plus importantes dans notre société de par votre fonction, parce qu'en plus d'allumer des rêves, en plus de soutenir des jeunes, vous êtes des passeurs. Puis l'expression n'est pas galvaudée quand on le dit. Je veux dire, notre société a besoin d'évoluer, mais elle a besoin aussi de transmettre le bagage et les connaissances qui font en sorte qu'on est capable effectivement d'évoluer puis de se maintenir comme une société enviable, une société qui continue d'innover, une société qui va continuer à prendre sa place. Le Québec, juste le Québec, on regarde la situation géopolitique mondiale, je trouve qu'on a quelque chose à apporter dans le monde. On a quelque chose à porter nous-mêmes. On a notre propre identité, on a nos valeurs, on a notre couleur. Puis je veux dire, partout où je suis allé, moi, on nous a dit, vous ne faites pas les choses comme les autres, mais c'est intéressant ce que vous faites. Puis à la limite, les gens nous trouvent attachants. Bien, tout ce volet-là de passer et de soutenir et de faire en sorte que les jeunes vont sortir émerveillés des différents cours que vous allez leur donner, puis qu'ils vont rester accrochés à ce que vous allez leur offrir comme matière et comme encadrement et comme vision et passion, c'est extrêmement important. Alors, ne pas se décourager de ce que les autres disent à l'extérieur, parce que souvent, ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur. Puis le dernier conseil que moi, je voudrais vous donner, c'est de vous impliquer. Vous impliquer dans vos instances, en faire du bruit vous aussi. Oui, parfois pour dénoncer, mais surtout pour valoriser. Parce que comme je dis souvent à des gens qui veulent se faire entendre, vous savez, défendre, ça peut être fatigant à la longue. Promouvoir, c'est beaucoup plus facile et c'est très énergisant. Alors quand on veut transmettre sa fierté, on le fait avec beaucoup d'énergie. Quand on se défend ses positions, parfois ça peut devenir essoufflant. Alors si vous êtes énergisé et si vous êtes fier et vous transportez cette énergie-là sur la place publique, les gens vont y adhérer et vous allez redevenir ce que vous êtes, des gens extrêmement importants et inspirants dans l'espace public. Ce serait ça mon message.